Bonjour à tous et bienvenue sur Pascal Airlines pour une nouvelle découverte, la Tunisie. Vous allez découvrir Tunis, la capitale, et Carthage, la romaine, l'île de Djerba et ses complexes touristiques, le désert et ses décors de Star Wars, la frontière algérienne et la côte nord avec Bizerte. Pour faire ce voyage, je vous invite à bord d'un TBM 930, un avion d'affaires construit par l'entreprise Daher à Tarbes dans le sud-ouest de la France. C'est le monomoteur le plus rapide du marché avec 610 km/h en vitesse de pointe. Décollage de l'aéroport de Tunis-Carthage et on part d'eau à la mer. Là-bas à gauche, ce qu'on voit, c'est le lac de Tunis, situé entre Tunis et la Méditerranée. Voici notre parcours. Après Tunis et Carthage, on fera un petit détour par le Cap Bon, avant de redescendre plein sud le long de la côte méditerranéenne, en passant par El Djem et son amphithéâtre romain unique, jusqu'à Djerba la Belle. Ensuite, virage plein ouest, au-dessus du désert de la planète Tataouine, puis remonter par une espèce de grand lac salé, le Chott El Djerid, puis remonter plein nord le long de la frontière algérienne, en passant par la ville des collines, le Kef, et puis Bizerte sur la côte nord, puis retour à Tunis. On arrive sur Tunis par le stade olympique d'El Menza, juste là en dessous, puis le célèbre parc du Belvédère, poumon vert de Tunis. Par contre, on voit que Tunis n'est pas en photogrammétrie sur le simulateur, ce qui veut dire que les bâtiments sont générés automatiquement et non pas fidèles à la réalité. Je vous mettrai donc des photos régulièrement pour compléter. La partie touristique à Tunis, c'est la vieille ville, la Médina. Elle est ici devant l'avion, on la reconnaît avec ses maisons basses. Le principal bâtiment, c'est la mosquée Ez Zitouna, la mosquée de l'Olivier, construite en 860. Malheureusement, elle n'est pas visible là sur le simulateur. Mais la Médina, c'est aussi un entrelac de rues commerçantes et de palais, certaines de ces demeures étant encore visitables aujourd'hui. La grande avenue qui fait le lien entre la Médina et le lac de Tunis, c'est l'avenue Bourguiba. Sur cette avenue, près du lac, se trouve la place du 14 janvier 2011, avec une tour d'horloge qui semble massive de jour, mais qui se révèle la nuit dans une dentelle de métal éclairée de l'intérieur. On va maintenant traverser le lac de Tunis et de l'autre côté, on va trouver Carthage. Carthage, c'est d'abord la banlieue résidentielle de Tunis, y compris avec un palais présidentiel, mais c'est surtout 3000 ans d'histoire qui l'a rendue célèbre. Elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 50 ans. Pendant l'Antiquité, le monde occidental, c'était la Méditerranée, et les villes de pouvoir, c'était les villes de bord de mer. Carthage, elle, a été fondée en 812 avant Jésus-Christ par une reine phénicienne. Les Phéniciens, à l'époque, c'était en gros les Libanais d'aujourd'hui, et ils régnaient sur toute la Méditerranée. Mais Carthage a vite pris de l'importance et a créé la civilisation punique qui a régné sur toute la Méditerranée occidentale pendant 5 siècles, en gros de moins 700 à moins 200 avant Jésus-Christ. Mais en 260 avant Jésus-Christ, nos amis les Romains se sont dit que c'était leur tour de dominer le monde, et ils ont rapidement compris que ces puniques de Carthage bloquaient leur expansion. Du coup, ils ont été au plus simple en décidant de raser Carthage. Mais ça n'a pas été si simple que ça, puisqu'il a fallu 3 guerres puniques étalées sur 120 ans pour que les Romains réalisent leur rêve, à savoir complètement raser Carthage. La légende dit même qu'ils ont non seulement détruit les bâtiments, mais aussi étalé du sel sur toutes les terres alentour pour empêcher toute réinstallation. Mais cette version, elle est contestée par certains historiens et par les études des terres actuelles, dans lesquelles on n'a pas trouvé de traces de sel. La puissance des villes, ça passait par leur port, et là devant, l'espèce de double haricot plein d'eau, c'est le lieu supposé de l'ancien port antique. En 500 avant Jésus-Christ, il y avait ici de quoi héberger 220 vaisseaux dans des loges protégées, ce qui était énorme pour l'époque. Et ça explique la puissance de cette civilisation. Un peu plus loin, on trouve un petit site archéologique. Le problème, c'est que comme les Romains sont très consciencieux, quand on leur a dit de tout détruire, eh ben, ils ont tout détruit. Du coup, encore aujourd'hui, il reste peu de vestiges de cette immense et prestigieuse ville. Sous l'avion, on voit que le parking pour touristes est plus grand que le site lui-même. On va maintenant quitter la région de Tunis et partir vers l'est. Ici, on survole le port moderne de Tunis, le port de la Goulette, nommé comme ça puisque c'est un petit goulet entre le lac de Tunis et la Méditerranée. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, on va remonter vers le nord-est, vers le Cap Bon, pour aller cette fois voir de vraies ruines antiques, autrement plus intéressantes que le peu qui reste à Carthage. Il s'agit ici des ruines de Kherkouane, qui sont autoproclamées les plus belles ruines de Tunisie. C'est une ville punique construite au 6e siècle avant Jésus-Christ et détruite lors des guerres puniques au 2e siècle avant Jésus-Christ, et jamais reconstruite. Ça a permis aux archéologues d'étudier une ville de l'époque d'avant les reconstructions romaines. On va bientôt survoler ces ruines, elles sont là juste devant l'avion au bord de la mer, et voilà, on est passé juste au-dessus. Allez, on va faire un deuxième passage au-dessus des ruines, juste pour bien les voir. Pour info, cette ville s'est enrichie grâce à un coquillage, le murex, qui donne la couleur pourpre. On va repartir plein sud le long de la côte et faire un saut de 130 km. Voici maintenant la ville de Monastir, dite la ville de César et de Bourguiba. Ces deux personnages historiques ont laissé leur trace ici à 2000 ans d'intervalle. César pour avoir créé la ville en la fortifiant en moins 50 avant Jésus-Christ, et Habib Bourguiba pour être né dans cette ville. Pour rappel, Bourguiba a été le premier président tunisien d'après l'indépendance. Il est resté président pendant 30 ans de 1957 à 1987 et est à l'origine de la Tunisie moderne. Il est enterré ici à Monastir dans un grand mausolée
peut voir là sous l'avion en ce moment. On va continuer plein sud, cette fois à l'intérieur des terres, et passer au-dessus d'une petite ville connue chez les amateurs de bâtiments antiques, El Gem. Cette ville abrite en effet le plus beau colisée du monde romain après celui de Rome. Il faisait 36 mètres de haut, soit quand même un immeuble de 10 étages, 427 mètres de circonférence et pouvait accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs. Alors sur le simulateur, il est représenté que par un espèce de bâtiment rond, mais regardez ce à quoi il ressemble dans la réalité. Une partie des gradins a été restaurée, ce qui permet encore aujourd'hui d'accueillir chaque année des spectacles, des festivals, etc. Petit coup d'œil sur la carte, après Tunis, le Cap Bon et El Gem, on va continuer plein sud, mais cette fois au-dessus de la mer pour aller voir la célèbre île de Djerba. Djerba, c'est effectivement la promesse de voyagistes pour des plages extraordinaires, dans des hôtels modernes et confortables et du personnel souriant et aux petits soins. C'est pour ces personnes là-bas qu'on voit cet aéroport, c'est l'aéroport international de Djerba Zarziz, le troisième aéroport de Tunisie, avec 4 millions de passagers annuels. Mais Djerba, c'est aussi 3000 ans d'histoire. Ici en dessous, on survole Souk, la capitale administrative de l'île. Djerba a été connue une première fois, il y a pas mal de temps, il y a 3000 ans, comme étant une étape importante de l'Odyssée d'Ulysse. Puis cette île a traversé les époques puniques, romaines, moyenâgeuses et modernes, en vivant essentiellement de l'agriculture, et en particulier des cultures d'olives et de dattes. Et que viennent donc faire les touristes au milieu des oliviers et des palmiers dattiers? Pour ça, on va continuer un peu vers l'est de l'île. D'abord, cette longue langue de sable, c'est la presqu'île de Ras Rmal, aussi appelée l'île aux flamants roses. C'est une réserve ornithologique, mais aussi le début de la zone touristique. En 1954, le Club Med, qui vient tout juste d'être créé, repère par ici une plage magnifique et vide, et y construit un premier club vacances. C'est comme ça que le tourisme est arrivé à Djerba. Merci le Club Med. Aujourd'hui, toute la côte nord-est de Djerba est, comme on le voit ici en dessous de l'avion, une succession de complexes hôteliers, tous plus confortables et accueillants pour touristes en manque de soleil et de sable. Le matin, le seul choix qui vous reste à faire, c'est choisir entre la piscine et la plage. On arrive maintenant au sud de l'île de Djerba et on voit une longue digue dans la mer. C'est une ancienne voie romaine qui aujourd'hui encore est utilisée, elle est goudronnée, elle est utilisée par les voitures et elle connecte l'île au continent. Ça fait plus de 2000 ans que ça dure, une route digue qui à cet âge-là, on peut dire que les Romains y construisaient du durable. On va maintenant complètement changer d'ambiance, remplissez vos gourdes et sortez les chapeaux, on va aller vers le désert. En effet, tout le sud de la Tunisie, c'est une zone désertique qui communique avec les déserts du sud libyen et sud algérien. C'est en fait le début du Sahara tout simplement. La ville qui sert de porte au désert, elle est juste devant nous, c'est Tataouine, une ancienne oasis transformée en ville par les Français à la fin du 19e siècle. Les Français en fait ils cherchaient un endroit stratégique pour implanter un camp militaire et un bagne. Aujourd'hui, c'est une ville de 70 000 habitants et qui est résolument tournée vers le tourisme sur le thème du désert bien sûr. Mais le nom Tataouine a certainement fait sursauter les fans de Star Wars et vous avez parfaitement raison, c'est pas un hasard. Lorsque George Lucas a cherché un endroit où tourner son premier Star Wars, la Tunisie s'est rapidement imposée. Et comme le nom des planètes n'était pas encore figé, ce nom de Tataouine lui a inspiré le nom de la planète Tatooine. Du coup, on va aller voir quelques lieux de tournage plus loin dans le désert. Premier endroit, le canyon dans lequel les petites Jawas kidnappent R2-D2, souvenez-vous. Intéressant ce qu'on arrive à faire avec un bon filtre orange foncé. Ce canyon, il est là, juste devant nous, dans ce petit massif montagneux. D'ailleurs, vous pouvez voir que la route qui y mène, c'est un cul-de-sac, c'est juste pour amener les fans du film ou des randonneurs qui veulent visiter un très joli coin. Et on ne sait jamais, peut-être qu'ils y croiseront des petits lutins des montagnes. Deuxième endroit, quelques dizaines de kilomètres plus loin, la ville dans laquelle se passent quelques scènes urbaines au milieu de créatures toutes plus improbables les unes que les autres. Regardez, le décor est encore là, ce sont ces maisons dessinées sur le simulateur. Il faut croire que pour les ordinateurs de Microsoft, ça fait pas trop de différence, une habitation semi-troglodyte, extraterrestre et un immeuble de banlieue. Allez, on laisse Star Wars et maintenant remonter plein nord pour boucler notre voyage. Petit coup d'œil sur la carte pour visualiser cela. Juste au nord du désert de Tataouine, une petite bizarrerie, un immense lac, le Tchot El Djerid. Sur le simulateur, il est représenté comme un lac plein d'eau, mais en réalité c'est une immense étendue d'eau saumâtre qui ne devient vraiment liquide qu'après les grosses pluies, ce qui est plutôt rare dans le désert. Une partie du sel est récoltée pour être commercialisée. Au bout du lac, vers le nord, voici la ville de Tozeur, une ancienne étape des caravaniers qui traversaient le Sahara. Aujourd'hui, la culture de date et le tourisme font vivre cette ville, le tourisme en particulier autour des sites de tournage des films connus. Au loin à gauche, la frontière algérienne est en fait assez proche. On voit aussi le début de l'Atlas, un massif montagneux qui commence ici et qui traverse toute l'Algérie puis le Maroc. Tout en remontant plein nord, dans les contreforts de l'Atlas, on passe au-dessus de la ville de Kasserine, là en dessous, c'est une ville industrielle. Encore plus haut, une ville accrochée à sa montagne, là-bas c'est Le Kef, un belvédère à 700 mètres d'altitude. La région conserve un certain nombre de sites antiques parce que c'était un des greniers de Rome avec une agriculture très développée. À force de remonter vers le nord, ça y est, on va retrouver la côte méditerranéenne. Là-bas au loin, ce sont les deux lacs de Bizerte. Entre ces deux lacs, il y a la petite ville de Merzel Bourguiba. Après ces lacs, le long de la côte, voici la ville de Bizerte. Cette ville a attiré les convoitises de toutes
toutes les marines du bassin méditerranéen en raison de sa position stratégique. À la fin du 19e, la France creuse le canal entre la mer et le lac et construit ici un grand port militaire. En 1920, la France autorise la flotte impériale russe à se réfugier ici pour échapper à la révolution bolchevique. Et du coup, aujourd'hui encore, on peut voir une influence russe à Bizerte. En 1942, les Français qui occupent le port militaire se rendent à l'Allemagne en espérant éviter la destruction de la ville. Et ben, c'est raté, le fait que les Allemands s'installent fait que la zone sera bombardée par les Alliés de nombreuses fois en détruisant toute la vieille ville en passant. Le port y redeviendra français après-guerre et les Français y resteront jusqu'en 1963, soit 7 ans après l'indépendance de la Tunisie. Aujourd'hui, Bizerte, c'est un grand port industriel qui mixe port de commerce, réparation navale et port de plaisance. Il va maintenant être temps de revenir se poser à Tunis. J'espère vous avoir donné envie d'aller en Tunisie pour de vrai, de profiter de la plage et des hôtels, mais aussi de découvrir toutes les autres facettes de ce pays. N'hésitez pas à faire connaître cette chaîne et merci d'avoir voyagé avec Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous fait passer des Romains Star Wars en un coup d'aile.